Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Merci, nous sommes réunis une centaine ce matin entre cette salle et le livecast qui démarre pour parler des avancées de l'IA générative et agentique dans la relation client et plus particulièrement dans le secteur financier. Je m'appelle Muriel Montero, associée expérience client chez Bearing Point, ravie d'être à vos côtés, bien entourée. Je salue Sébastien Poisblanc, directeur des opérations expérience client à la Massif. Bonjour Sébastien. Bonjour Muriel. Et nous avons Tanguy Vincent avec nous, responsable prospective relations clients chez AG2R. Et à ma droite, Alexander Mickelwright, avec qui nous animerons cette session, cofondateur d'Ilwin, notre partenaire technologique IA. Bonjour. Bonjour, merci à tous d'être venus et puis ravi d'être ici. Donc au programme pour cette session qui va durer environ 1 heure, on va passer évidemment l'essentiel de notre temps à converser et puis partager les retours d'expérience de Sébastien et Tanguy. Mais on vous a également préparé, Ilwin et Bearing Point conjointement, un petit scénario démo, une application concrète de l'intelligence artificielle générative au cas du service client, que ça serve d'inspiration, d'illustration un petit peu technique de ce que peut faire cette technologie. Et puis on se garde un temps à la fin, bien sûr, pour vous donner la parole, que vous soyez à distance via le chat de la plateforme, vous pouvez poser vos questions. Et ici dans la salle, un micro circulera en fin de session pour approfondir un des points qui a été abordé ou poser une question à un des participants. Alors peut-être quelques messages sur les aspects métiers en préambule. L'explosion de l'IA générative, on le sait, elle transforme fondamentalement la relation entre les entreprises et leurs clients. Pour autant, ce n'est pas nouveau et le processus d'automatisation a été initié il y a déjà plus d'une dizaine d'années. Un deuxième point, c'est qu'on voit que les fonctions front client sont les plus concernées. Service client, marketing, vente. On a une étude Bearing Point récente qui s'appelle Augmented Organization qui a été faite au niveau international auprès de 700 dirigeants. Et 70% des entreprises les plus avancées dans l'IA aujourd'hui priorisent les investissements sur l'expérience client, les services clients. 82% des dirigeants plutôt marketing et sales considèrent qu'il va y avoir une transformation très drastique de leur modèle opérationnel et des modèles commerciaux. Et on voit dans les principaux cas d'usage qu'on accompagne aujourd'hui dans le top 5, qu'on est sur l'analyse de la voix du client, la rédaction automatique des mails, des courriers, tout ce qui est augmented marketing avec la création de contenus personnalisés, photos, vidéos, textes, tout ce qui est accompagnement des ventes avec notamment les logiques de Next Best Action et puis bien sûr les assistants virtuels pour le service client. Sur le devant de la scène, on a toujours les acteurs de la banque et de l'assurance. Alors sans surprise, et quand on mesure cela dans le baromètre podium de la relation client, par exemple, on voit que ce sont les NPS les plus importants dans ces secteurs. Et donc la banque, l'assurance sont précurseurs et vont toujours plus loin dans l'accélération et l'excellence client. Et peut-être aussi dire un mot, parce qu'on est aujourd'hui beaucoup sur le passage à l'échelle et les défis technologiques qui l'accompagnent. Peut-être Alexander, si tu veux compléter cette vision technologique qui bouge beaucoup aujourd'hui. Effectivement, le panorama technique a beaucoup évolué. Ça fait un peu plus de 8 ans aujourd'hui qu'Ilwin évolue dans l'intégration de l'IA sur des processus métiers des entreprises d'un point de vue technique. Et on voit que dans le domaine du service client, c'est une transition qui a démarré déjà il y a 7-8 ans avec les premiers chatbots. Mais vous n'êtes pas sans le savoir que en 2022, la vague de l'IA générative a vraiment complètement chamboulé tout ce potentiel. Là où avant, c'était un sujet éminemment technique, on abordait ça comme avec des logiciels, dans des interactions au niveau de la DSI, de l'innovation. En 2022, il y a une prise de conscience générale qui aujourd'hui, avec l'IA générative, a donné toute une phase de foisonnement, de découverte, d'expérimentation. Et de façon transversale dans l'organisation. Donc c'est ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est pas un sujet qui est uniquement technique, mais qui fonctionnellement va engager une transformation et de l'adoption. Le public aussi attend évidemment des changements et des nouvelles interactions. C'était aussi cette période 2022-2023 où il y a eu un petit peu des désillusions, des inquiétudes, on sent que la technologie n'est pas toujours stable, des entreprises qui ont été initialement réticentes à mettre l'IA générative dans la main de leurs clients à juste titre, parce qu'on ne maîtrise pas tout ce que dit la technologie. Et donc, c'est aujourd'hui la transition qu'on voit entre l'année dernière et puis cette année, la nécessité d'engager vraiment une transformation des outils et une transformation IA
transversale au niveau des organisations. Donc là où les études montraient qu'en début 2023, on avait 4% des entreprises qui avaient un cas d'usage d'IA générative en exploration. Aujourd'hui, on est à plus de 50% début 2025 des répondants qui disent oui, j'ai un cas d'usage d'IA générative en production sur lequel je capitalise. Et la relation client fait partie du domaine où il y a le plus d'investissement. Jusqu'à 7-8% des dépenses tech aujourd'hui sont axées sur des technologies d'IA générative. Donc aujourd'hui, la technologie se structure, les modèles, les outils, mais aussi la réglementation. L'Europe légifère avec l'AI Act, donc 2025, on va aussi voir des changements d'organisation autour de ces outils. Et puis le plus important, c'est que en parallèle de la technologie s'engage une conduite du changement, un accompagnement des compétences, des collaborateurs, de la communication interne, de la communication externe, et qui s'accompagne avec tous ces changements. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, j'espère. Ouais, alors, justement, on se tourne vers vous, Sébastien, pour démarrer à la Massif. L'IA générative, l'IA largement au sens transformation, automatisation, comment elle se matérialise dans vos stratégies, quels sont les cas d'usage, qu'est-ce que vous priorisez aujourd'hui sur ce sujet? En fait, on a effectivement pris ce point au premier chef et on a travaillé avec notamment sur la dimension relation client parce que voilà, on n'oublie pas qu'on est une mutuelle, donc au service de ces sociétaires et avec une dimension capital humain qu'on souhaite augmenter, amplifier, et on a travaillé avec notamment Iluine Technologies sur un des premiers cas d'usage qui était aussi un des premiers cas d'irritant, c'était le serveur vocal, et on a mis en place un serveur vocal en langage naturel pour augmenter la performance de compréhension et puis la délivrance finalement à la bonne compétence de la demande du client avec ce qui était ce projet a été conduit en 2022. En 6 mois, on a fait des tests et on est monté en puissance. Et aujourd'hui, on est effectivement, c'est un dispositif qui est déployé sur l'ensemble de notre SVI et on gère sur l'année à peu près 2024 un peu plus de 15 millions d'appels par ce serveur vocal interactif et avec des vrais gains. Pour parler très concrètement chiffres et performances. On a divisé par 2 le taux d'effort du client dans la capacité à comprendre son intention d'appel et donc dans l'acheminement vers la bonne compétence et avec un taux de fiabilité qui est supérieur à 95%. Donc c'est véritablement aussi le reflet de l'esprit dans lequel Massif appréhende l'IA et l'IA générative. C'est comment on peut continuer à innover parce qu'on doit rester un acteur parmi les plus performants du marché, mais en utilisant l'IA conformément finalement à nos valeurs et sur des cas d'usage qui répondent à des vraies attentes pour nos clients. Et vous avez identifié une série d'autres usages qui vont arriver dans les prochains mois, années. Comment vous abordez le sujet? On a effectivement des tests en cours sur de l'analyse de verbatim. Aujourd'hui, on a déployé sur quasiment l'ensemble de nos métiers et de nos directions des écoutes à chaud, des enquêtes post-parcours, ce qui génère énormément de verbatim. On va passer vraisemblablement sur l'année 2024, on va consolider les chiffres, mais pas loin du million de verbatim. À un moment donné, il y a quelque part deux difficultés. C'est la capacité à embrasser cette matière gigantesque. L'humain montre sa limite, la catégorisation aussi, puisque un des enjeux, c'est de détecter les signaux faibles. Et avec ces volumes-là et l'approche quelque part historique sur l'analyse des verbatim par catégorisation, il y a des choses que vous faites passer à côté de vos mailles. Donc l'intérêt, c'est ce qu'on teste en ce moment, c'est de voir comment l'IA générative nous permet d'identifier des irritants qui sont récurrents, donc quelque part qu'il n'y a pas de biais apporté par l'IA générative, et puis parallèlement d'identifier des irritants faibles qui montent parce que les usages de nos clients changent, leurs attentes changent. Pardon. Et de voir si effectivement il y a une vraie valeur ajoutée sur l'IA générative, ce qui pour l'instant semble prometteur en la matière. Peut-être Tanguy, G2R La Mondiale, qu'est-ce qu'on a sur
comme sélection de cas d'usage, d'application aujourd'hui de l'IA concrètement, comment s'est opéré un petit peu ce changement en comparaison à ce qu'a dit Sébastien? Alors finalement, on n'est peut-être pas très différents, je pense, c'est ça qui est intéressant. Et alors c'est une démarche nous qui a démarré environ il y a 2 ans. Et ce qui est important, c'est qu'elle a été vraiment impulsée par le top management. Donc il y a eu un signal très fort au niveau du COMEX, au niveau du top management de l'entreprise, en disant il faut embrasser ce domaine de l'IA. Et on parle de l'IA générative. Hein. On faisait bien de l'IA, on va dire machine learning, on a envie de dire à l'ancienne maintenant, on ne sait plus comment le citer. Mais qui était plus compliqué, qui avait un ticket d'entrée plus élevé. Alors que l'IA générative a, je pense, à la fois un ticket d'entrée plus bas, c'est entre guillemets plus facile à mettre en œuvre, plus rapide, et puis c'est devenu très grand public. Et donc c'est devenu quelque chose de très concret pour l'ensemble des collaborateurs qui utilisent tous, à titre privé déjà, ChatGPT ou d'autres choses. Donc il y a eu vraiment une impulsion qui a été donnée par le top management, c'est une première chose qui a été faite, et puis après il y a eu un effet bottom-up vraiment, où on a fait du brainstorming pour trouver les cas d'usage. Donc, comment est-ce qu'on a trouvé les cas d'usage de l'IA générative? Je réponds avec des post-it. Voilà un peu le brainstorming. Et puis la sélection, comment sélectionner quand on a ces différentes idées? Une sélection autour de l'intérêt et surtout aussi une sélection autour de la capacité de généraliser le cas d'usage. Ne pas partir sur le cas d'usage trop niche qui s'adresserait qu'à un public très spécifique, mais qui permettrait de développer quelque chose. Exemple, la première chose qui a été testée et qui est maintenant en production est, comme à la Massif, l'analyse de la voix du client et des verbatims, quelque chose qui a été testé, qui a permis en quelques semaines d'arriver à une fiabilité supérieure à 90%, là où les essais précédents, nous disait Ludovic Letor en machine learning, avaient mis des mois pour un résultat qui était beaucoup plus bas. Et maintenant que cela est en production, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que ça peut être généralisé. Oui, il y a l'analyse des verbatims pour des enquêtes de satisfaction client, mais les RH sont demandeurs parce qu'il y a des verbatims aussi dans les remontées des points annuels avec l'ensemble des collaborateurs. Le service desk informatique aussi, parce que finalement, dans toute l'analyse des incidents, et donc là, ça permet de généraliser et de rentrer dans une démarche de généralisation de l'outil. Côté relation client, si je me recentre un peu plus sur la partie de la relation client, on est un peu plus en phase expérimentale, un choix de choisir des cas d'usage, dans un premier temps à usage interne. On n'est pas encore au niveau de dire on ouvre un agent qu'on exposerait à notre client final. On a encore besoin de maîtrise et de maturation du sujet. Et en interne, on a testé et expérimenté 2 axes. Un axe autour de la connaissance, l'interrogation de base de connaissances, et un axe autour du résumé et du quality monitoring. Sur ces cas d'usage, ces premiers cas d'usage émergents, une des difficultés qu'on voit, c'est la mesure de la qualité. Alors, on l'a un peu évoqué avec la voix du client, mais comment est-ce que vous êtes fixé des objectifs en termes de qualité, en termes de confiance aussi dans ce genre d'outils? Comment est-ce qu'on laisse faire la machine à grande échelle et puis quel a été le retour positif et la perception peut-être? C'est vrai que c'est un sujet clé. Alors, on est au début, on est en phase d'expérimentation, on ne s'est pas donné des objectifs quantitatifs très précis. L'objectif premier, il était de se dire, mais finalement, est-ce qu'on arriverait à faire quelque chose? Est-ce qu'on peut sentir si ça permet d'avancer ou pas? Côté interrogation de la base de connaissances, l'expérimentation s'est arrêtée parce qu'elle n'a pas été encore trop concluante. On a fait l'expérimentation, on a pris des documents, des difficultés techniques d'accès, parce qu'on avait des documents sous forme d'un site SharePoint. Mais les difficultés techniques se règlent souvent. Puis après, on a testé, un véritable yo-yo émotionnel. On testait, on posait une question, on dit « waouh, génial », on reposait une question juste à côté, on disait n'importe quoi. C'était un peu ça. Et donc, on a senti que ça pouvait amener à quelque chose, mais que la maîtrise était quand même, quand on l'expérimente comme ça, pas du tout innée. Et en force aussi d'échanger avec des partenaires et des éditeurs divers et variés, ça a mis aussi le point sur le fait que notre donnée en amont n'est peut-être pas structurée d'une manière optimale pour l'IA générative. Et on en arrive maintenant moi j'ai des gens métiers qui m'ont appelé en disant « Tanguy, on va devoir refondre quelques documents. Comment est-ce que je dois les rédiger pour que demain ils soient prêts pour être exploitables par de l'IA générative ?» Et donc ça, c'était quelque chose d'assez intéressant. Donc cette expérience-là, plutôt en stand-by. Côté résumé et quality monitoring, c'est la partie quality monitoring qui est ressortie et sur laquelle on avance maintenant pour passer de la phase expérimentale à la phase d'industrialisation.
Et donc là, avec une finalité qui est de répondre à un pain point, c'est qu'on a un très grand nombre d'appels. On sait très bien qu'on a une capacité limitée à écouter, à faire de la double écoute. Donc lesquels est-ce qu'on écoute? Avant, on prenait quelques données structurées, le temps d'appel, par exemple. Est-ce qu'on peut se donner des données qualitatives, c'est-à-dire le sujet traité, la température, l'ambiance, le sentiment qui émerge de la conversation et de la façon dont cela peut évoluer dans la conversation. Et c'est plutôt l'axe que l'on prend aujourd'hui qui, je pense, va nous amener à des nouvelles perspectives derrière. Est-ce qu'on mesure déjà le gain opérationnel en temps gagné, en qualité, en une meilleure connaissance ou meilleure détection peut-être des attritions ou ce genre de choses? Alors, oui, le gain quantitatif, pas encore. Il n'y a pas vraiment. Il n'y a pas vraiment non plus de recherche en disant je me lance dans l'IA générative pour gagner X points d'efficacité ou etc. Voilà, il n'y a pas de mise en concurrence de l'efficacité par rapport à de la ressource humaine ou autre, par exemple. On va être plus sur une recherche à la fois de qualité, un peu plus difficile à mesurer, et de satisfaction collaborateur aussi pour que. Voilà, pour qu'il ne soit pas perdu dans son appel à chercher des infos à gauche, à droite et qu'il puisse être plus en écoute active. Donc on est plus aujourd'hui sur des ressentis d'ordre qualitatif. On n'est pas encore à la recherche pure de quantitatif. Je pense que le premier indicateur quantitatif va être plutôt l'usage. C'est l'adoption, voilà. Une innovation, c'est une rencontre entre une idée et un usage. Si personne ne l'utilise, ça reste une chouette idée. Voilà, et donc je pense que ça va être le premier indicateur qui va être un indicateur clé avant de rechercher un indicateur d'efficacité opérationnelle quantitatif. Vous partagez ce constat, Sébastien, à la Massif? Comment vous définissez à la cible les indicateurs de performance autour de l'IA? Comment on investit dans l'IA? Parce que c'est aussi chronophage et coûteux aujourd'hui dans un contexte tendu. En fait, un peu avec le même état d'esprit que Tanguy à G2R mondial, c'est-à-dire avec d'abord beaucoup de prudence par rapport à l'outil. Alors, pas tant sur la puissance de l'IA générative, on a tous vu des démonstrations, on a tous pu tester, mais avec beaucoup de prudence par rapport à un sujet de fiabilité, en fait. Des données en entrée, c'est un premier point. Un sujet, on y reviendra peut-être un peu plus tard aussi sur la formation et la compétence des collaborateurs à qui on donne finalement cet outil, puisque la qualité de ce qui est produit, c'est aussi finalement la qualité du prompt qui est fait, de la qualité de la base de données. Et puis, comme à G2R, on manipule énormément de données. On a des sociétaires qui sont multi-équipés en assurance dommages, en santé, en prévoyance, en finance épargne. Donc, avec, par rapport à cette dimension-là, une vraie prudence en disant sur quelles données on teste, avec qui on teste et dans quel finalement contexte sécurisé on teste, parce que c'est clair, Tanguy parlait de la gouvernance. La gouvernance, elle a posé un constat d'emblée, c'est sur l'IA générative, on va tester, mais on fait une forme de moratoire pour poser quels sont les risques et comment on peut jouer, tester, parce qu'il faut qu'on puisse se faire une opinion et puis réfléchir finalement au bon cas d'usage, mais dans un contexte sécurisé, parce que la gouvernance n'accepte pas l'idée que les données de Madame Michu, à un moment donné, elles se retrouvent dans la nature et qu'elles ne soient pas sécurisées par la Massif, qui est vraiment un acteur de confiance. Et en tout cas, c'est bien sur cette relation de confiance qu'on a basé notre image de marque. Alors derrière, aujourd'hui, on n'a pas forcément d'indicateur en termes de performance. On garde, on met des échantillons en place, on compare les résultats qu'on pouvait obtenir, ce que nous apporte en plus l'IA générative. Est-ce qu'il y a des éléments qu'elle détecte qu'on n'avait pas détectés, qui sont des vrais éléments et pas de sujet, par exemple, d'hallucination ou d'amplification, pour se faire une vraie conviction et avec un vrai défi qui est effectivement le passage à l'échelle. On a 1 600 000 sinistres, on ne peut pas imaginer à un moment donné passer à l'échelle sans que ce soit absolument sécurisé. De la même façon, sur les tests, l'assurance c'est un métier de l'écrit, donc on a des choses qu'on teste sur la façon dont l'IA générative peut nous aider à faire une synthèse des dossiers. Mais on ne peut pas imaginer à un moment donné qu'il y ait une confusion entre ce qui est la franchise en assurance et la franchise, le mot, parce que le client nous écrive avec beaucoup de franchises, et qu'il y ait une confusion. L'analyse, elle doit être sécurisée, complète. Donc on regarde ce qu'elle produit dans ce registre-là. Et puis on a aussi de l'assistance à la rédaction des écrits. Là aussi pour faire gagner du temps, avec un enjeu, rester précis, en essayant de limiter le jargon,
et en étant compris par nos sociétaires. Donc il y a à la fois un enjeu quelque part de concision, d'exhaustivité, mais aussi un enjeu de compréhension, d'accessibilité pour nos clients. Et le tout, ça doit être effectivement bien appréhendé, bien maîtrisé par les gestionnaires, par les chargés d'études. Parce que c'est un outil qui va venir, effectivement, c'est un game changer de la relation client, mais il y a de la prudence. Clairement, c'est vraiment un postulat qu'on revendique et qu'on pose sur le sujet. Doucement, mais sûrement. Voilà. Et sur le cas précédent, vous parliez du SVI en langage naturel et le taux d'effort qui s'est réduit. Donc, côté client, il y a une meilleure satisfaction, c'est ça? Et vous, en interne, ça a aussi limité peut-être les appels récurrents, les transferts ou l'accélération de la réponse? Ça limite les appels récurrents, ça limite les transferts. Vraiment, ça permet de faire atterrir sur la bonne compétence. Et on est... Massif se développe, on recrute, on forme, on a des collaborateurs qu'on fait monter potentiellement progressivement en compétences. La difficulté quand vous les recrutez, que vous les formez, que vous les mettez en poste, ils ne sont pas forcément formés sur la totalité de la palette des contrats ou des compétences. Eh bien, ça permet malgré tout de les mettre au service client et de leur faire traiter des appels qui matchent parfaitement avec leurs compétences et éviter effectivement la situation, le cas d'usage. L'irritant classique du sociétaire qui expose sa situation, et puis le conseiller qui lui dit « je suis désolé, finalement je ne peux pas vous traiter, je vais vous transférer vers un de mes collègues », et puis on peut retomber dans un système d'attente. En termes d'efficacité pour accompagner aussi cette montée en compétences, c'est confortable pour les gestionnaires, les conseillers clientèle, et puis ça offre effectivement aussi du confort aux sociétaires, ils ne le savent pas, mais en tout cas, ils vont tomber sur quelqu'un qui a la bonne compétence pour répondre à ce qu'ils ont exprimé en termes d'intention d'appel. Oui, un gain de temps généralisé. Exactement. Non, c'est vraiment c'est vraiment un outil qui paraît simple, mais offre des vraies facilités. Un des irritants aussi, quelque part récurrent, parce que l'enjeu, quand on réfléchit d'un point de vue industriel, c'est d'avoir vraiment la bonne compétence avec la bonne demande. On a beaucoup de demandes qui sont des demandes de justificatifs, de documents. Un des irritants et un des cas d'usage, c'est l'attestation scolaire. Votre enfant part en voyage, l'attestation scolaire a été oubliée, le SVI en langage naturel, en dehors des heures d'ouverture, il vous permet de formuler cette demande et de vous adresser l'attestation scolaire par mail. Vous pouvez l'imprimer et puis vous pouvez la mettre dans le cartable. Ça ne remet pas en cause le voyage en classe de neige ou en bord de mer pour votre enfant. Donc ça offre aussi des fonctionnalités de cette nature-là, notamment en dehors des heures d'ouverture. Oui. Alors c'est pas le cas qu'on a retenu, mais on aurait pu. Mais peut-être avant de passer à la suite, vous présentez un petit peu le cas qu'on a imaginé sur... donc on se situe sur un sinistre automobile, une déclaration de sinistre. Et donc, ce qu'on va essayer de vous illustrer, c'est un petit peu les trois concepts émergents là, de cette année. Il va y avoir la notion d'agent. Donc là où avant, l'IA générative, on parlait très technique, on utilisait les termes de LLM, de modèles de langage. Aujourd'hui, cette manifestation des modèles de langage, c'est sous la forme d'un agent qui va se manifester auprès de l'utilisateur en conversant naturellement et en s'intégrant avec tout un tas de systèmes. Donc c'est ce que vous allez voir dans la démo. On a également voulu illustrer le côté multimodal, donc de pouvoir combiner à la fois la voix, le texte, les documents, les photos aussi du sinistre. Aujourd'hui avec des modèles qui sont capables de comprendre pas que des conversations écrites, mais également l'oral et le visuel. Et puis enfin, on en a beaucoup parlé sur la partie sécurisation, confiance dans l'outil. On s'appuie ici sur une approche hybride entre IA générative et parcours guidé, de façon à ce qu'on maîtrise le parcours de déclaration d'un sinistre automobile qui ne s'invente pas, c'est un processus dans lequel il faut des pièces justificatives et il y a des interactions. Donc voilà, on va essayer d'articuler un petit peu tout ça dans cette illustration. Bonjour et bienvenue dans votre espace assurance. Je suis votre assistant virtuel. Comment puis-je vous aider ? Bonjour, je voudrais déclarer un sinistre automobile. Je suis désolée d'apprendre cela. Je vais vous accompagner tout au long de la démarche. Est-ce qu'un dommage corporel est à signaler ? Non, il n'y a pas eu de blessé. Merci pour cette précision. Pouvez-vous me confirmer votre nom et m'indiquer le numéro d'immatriculation de votre véhicule ? Alors moi c'est Paul Dupont et ma voiture, mon immatriculation c'est le AB123CD. Merci, je retrouve votre dossier.
Votre contrat d'assurance auto est bien actif et en ouverture de droit. Disposez-vous de photos du dommage? Oui, j'ai les photos des dommages. Parfait. Avez-vous réalisé un constat amiable? Si oui, disposez-vous d'un scan? Oui, j'ai le constat aussi sur mon téléphone. Merci, je vous envoie un lien immédiatement par SMS pour télécharger l'ensemble des éléments. C'est bon. Merci, j'ai bien reçu vos photos et le constat amiable. L'analyse du dommage est terminée. Le montant estimé pour les réparations est supérieur à 1 000 €. Votre franchise, dans le cadre de votre contrat Formule Tiers Plus, s'élève à 100 €. Votre dossier de sinistre a bien été créé. Vous pouvez le consulter à tout moment sur votre espace client ou sur l'application mobile. Nous vous proposons de vous orienter vers notre garage agréé le plus proche de chez vous pour effectuer les réparations. Passer par un garage agréé vous permet de ne pas avancer les frais correspondant au montant d'indemnisation. Souhaitez-vous que nous prenions rendez-vous pour vous? Ah oui, ce serait top, ouais, merci. Nous recherchons les garages agréés proches de votre domicile. Un rendez-vous le jeudi 10 février à 9h30 au garage AB Automobile, 10 boulevard des Capucines à Orsay vous conviendrait-il? Oui, je connais, ouais, c'est très bien. Votre rendez-vous est confirmé. Le remboursement correspondant à l'indemnisation sera effectué directement auprès de notre garage partenaire à réception de sa facture. Y a-t-il autre chose que je puisse faire pour vous aider aujourd'hui? Non, c'est tout bon, parfait, merci beaucoup. Je vous en prie, je reste à votre disposition 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour toute question. Merci, au revoir. Alexander, est-ce que vous pourriez donner votre satisfaction de 1 à 5 de ce processus? Mon problème a été résolu rapidement, j'ai les informations qu'il faut et évidemment avec un gain de temps et une efficacité en self-service. Alors là, vous vous doutez bien, c'est le cas canonique où tout se passe bien. C'est là où l'hybridation permet, on n'a pas le temps de l'illustrer, mais si j'ai des questions par exemple sur le fonctionnement du tiers payant, du garage, des choses comme ça, on vient embrayer avec une base de connaissances qui vient alimenter cette discussion. Et donc c'est aujourd'hui un cas d'interaction qui est rapide, efficace et qui plaît aux utilisateurs avec des NPS qui sont très élevés sur ce genre de gestion de cas simples. On est sur le 80-20, on va se concentrer sur ces situations-là où on peut apporter une réponse très rapidement. Et vous l'avez vu avec une interaction aussi avec des systèmes qui font qu'en fin de conversation, il y a une action qui a été prise. Je n'ai pas juste accédé à de l'information d'une base de connaissances ou une FAQ par exemple. Super. N'hésite pas à commenter et puis peut-être qu'on peut repartir aussi dans ce passage à l'échelle dont on parlait tout à l'heure parce que voilà, ces cas d'usage nécessitent une adoption, une appropriation, de l'accompagnement au changement. Vous l'avez déjà dit tout à l'heure avec des équipes très très larges sur vos plateaux et dans les points physiques. Peut-être, Sébastien, vous pouvez nous partager cette vision de l'implémentation à l'échelle de l'IA, comment vous l'abordez, comment vous communiquez aussi en interne sur ce sujet auprès de l'ensemble de vos équipes. Alors, on a, en lien avec la DRH, lancé un programme d'acculturation qui vise tous les collaborateurs. On a démarré d'abord par les managers, mais l'ensemble des collaborateurs bénéficie de ce programme d'acculturation avec des webinaires pour effectivement démystifier, peut-être aussi rassurer par rapport à ce que peut faire l'IA, mais aussi pour expliquer et faire comprendre que c'est un outil qui va venir percuter les modes de travail, les process. La démonstration est effectivement belle, séduisante et je confirme toutes les opportunités qu'elle offre pour les assureurs. Vous évoquiez la difficulté parfois de faire comprendre des notions d'assurance qui ne sont pas forcément très simples. On peut effectivement imaginer de la base de connaissances, des vidéos. Dans votre démonstration, ce que j'ai bien aimé, c'est le fait qu'on peut chaîner finalement tout le process et en allant jusqu'à préconiser des garages agréés.
La Massif a un cheval de bataille, c'est lié au développement durable et c'est la pièce de réemploi, la pièce issue de l'économie circulaire. Une des difficultés qu'on a aujourd'hui, c'est d'expliquer aux sociétaires en quoi ça ne remet pas en cause la sécurité du véhicule, que ça n'impactera pas sa valeur à la revente au moment où il souhaitera revendre son véhicule et que c'est un vrai geste pour l'environnement puisque la pièce la plus écologique, c'est celle qu'on ne produit pas. Voilà, donc aujourd'hui, on a un objectif, on est à 18%. Notre objectif à la fin de l'année, c'est d'être à 30% de réparations faites avec des pièces de réemploi. Clairement, c'est un outil, on pourrait tout à fait imaginer qu'il y ait derrière, à un moment donné, une vidéo qui vienne expliquer tous les bénéfices pour le client, pour l'assureur, et y compris dans les tarifs, puisque effectivement, ce sont des pièces qui sont moins chères. Il y a un vrai enjeu sur la partie assurance auto, sur le coût de la réparation, qui augmente globalement chaque année de 8 à 10%. C'est une vraie façon de pouvoir obtenir un levier supplémentaire. Je reste sur votre cas d'usage parce qu'il illustre aussi finalement cette révolution potentiel des processus en interne avec un tel outil. Ça change le métier des gestionnaires qui aujourd'hui ont effectivement l'image d'un constat, déterminent la part de responsabilité avec voilà, un temps d'efficacité opérationnelle qui n'est pas celui mis en œuvre par l'IA. Donc il faut acculturer les équipes, il faut travailler avec l'ARH pour anticiper les changements de métier. On l'a vu l'un et l'autre avec des cas d'usage basiques, avec faible valeur ajoutée. Ça veut dire qu'il faut aussi préparer nos collaborateurs et les former à ce que sera demain leur travail en front office, mais aussi en back office, parce qu'il y a des vraies disruptions qui vont intervenir dans les modèles industriels des assureurs. Est-ce qu'il y a des inquiétudes ou des réflexions est-ce qu'il y a une gouvernance? On parlait de moratoire tout à l'heure justement un peu dessus. Comment est-ce qu'on prend de l'avance sur ces sujets avant qu'ils deviennent des questions délicates ou au contraire, est-ce que c'est bien reçu et l'innovation permet d'aller de l'avant sur ces sujets? On a créé en 2023, à la suite du lancement de la sortie de ChatGPT, un groupe de travail en interne dédié à l'IA et à tout finalement ses impacts. Voilà, au niveau du COMEX et qui est sollicité par les métiers, définit les règles, valide les cas d'usage, a validé la mise en place à un moment donné d'un bac à sable pour pouvoir tester avec des données non anonymisées, complètement anonymisées de nos sociétaires et pouvoir commencer à finalement appréhender cette matière et puis voir quels sont les impacts, parce que Tanguy l'évoquait tout à l'heure sur des documents à mettre à jour, des impacts sur la base de données. Dans l'exemple, un des freins, en tout cas pour l'instant, au passage à l'échelle, ça va être l'alignement finalement du legacy informatique interne, des données nécessaires. Il faut avoir, on a encore sur certains aspects des données en portefeuille qui sont quelque part des données inertes et pas forcément exploitables par l'IA générative pour être en capacité en temps réel de dire, bah voilà, votre sinistre est évalué à temps, votre montant de franchise est à temps. Voilà. Aujourd'hui, on a encore des vraies améliorations à faire pour aligner cette technologie dans notre écosystème informatique, parce qu'elle est arrivée finalement, il n'y a jamais que moins de 2 ans à peu près, cette généralisation. Et les écosystèmes, ils ne sont pas forcément toujours aussi rapides à bouger, et notamment tout ce qui touche base de données. Base de données, c'est vraiment la clé pour passer à l'échelle, et c'est vraiment cette dimension-là qui doit être sécurisée, quoi. Si on passe sur la G2R mondiale, en termes justement d'organisation pour passer à l'échelle, qu'est-ce qui concrètement a été mis en place comme mécanisme pour s'assurer que d'un point de vue technique et compétences, les planètes s'alignent, si je peux dire? Oui, c'est la bonne expression. Il y a de nombreuses choses qui ont été mises en place et puis ça a bougé encore aussi ces derniers jours. Un peu notre produit phare, on l'a appelé Almia. Donc, comme l'ensemble des groupes, on a commencé par créer un produit sécurisé, un chat GPT interne totalement sécurisé dans lequel on peut mettre nos contrats et demander à de l'intelligence générative d'interroger et de remonter des éléments du contrat, cela de manière tout à fait sécurisée et confidentielle. Donc c'était le prérequis. Ceci étant fait, encore faut-il maintenant que ça soit déployé largement et que chacun puisse l'utiliser pour sa propre réalité de métier. Le juridique, ce n'est pas le marketing, ce n'est pas la relation client, ce n'est pas l'IT, et ainsi de suite. Et donc, ça s'est en fait développé, ça se développe aujourd'hui autour de 5 grands axes. Le premier qui est un axe de formation.
Nous avons sur nos outils internes des modules de formation sur l'IA générative qui sont à la fois des modules d'acculturation, de vulgarisation et puis qui montent de manière un petit peu spécialisée des formules courtes, des vidéos de 10 minutes. Donc toute personne qui accède à notre outil à Almia, l'outil d'intelligence artificielle, doit au préalable passer cette mini-certification avec ces modules. Et c'est des modules de 10 minutes, c'est important à dire. Il ne faut pas que le collaborateur bloque une demi-journée de travail, mais 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là, et comme ça, il y arrive progressivement. Ça permet de mettre en avant notre produit, donc qu'on appelle Almia. Il faut savoir qu'en parallèle, on développe aussi, et c'est aussi développé au travers de l'IA Factory, des IA apps, quelque part, ou plus en back-office, on a des véritables applications comme celle de l'analyse de la voix du client qui s'appuie sur des briques d'intelligence artificielle générative. Donc on a cette partie formation, il y a une communauté qui se crée, une communauté sur nos réseaux internes, nos réseaux sociaux internes autour de l'intelligence artificielle générative, et puis une communauté de 84 champions de l'IA qui a été créée il y a environ 1 an, et là qui a pour vocation d'avoir une personne par direction dont la mission est de porter la voix, d'être un peu l'évangélisateur sur les usages de l'IA générative. Donc ça se structure vraiment autour de ces personnes-là. Et puis n'oublions pas la partie gouvernance qui a été réglée chez nous parce que les aspects sécurité, les aspects éthiques sont importants, les aspects stratégiques aussi, est-ce qu'on va dans ce sens-là, la mutualisation, il ne faut pas mourir sous une tonne de POC, on se noie tous dans 10 000 POC. Donc comment faire pour que tout ça soit de manière structurée à travers un comité d'IA qui est là un peu justement pour aider à structurer et un petit peu organiser tout ça. Je pense que quand on a dit ça, ça montre qu'on a vraiment un passage à l'échelle qui est en train de se faire. Mais il faut qu'il y ait des gens, il faut que ça reste humain. Il y a 2 jours, un live event de présentation de l'IA générative, de présentation d'Almia. J'ai eu les chiffres là hier, qui a été suivi par un collaborateur sur 2. Un collaborateur sur 2 qui a suivi cet événement, qui est là, vraiment là, on est dans la généralisation et dans la diffusion massive. Et puis c'est une affaire de personnes, c'est une affaire d'hommes aussi, une affaire de femmes. Eh bien, dans ce live event, Ludovic Le Thor, le directeur de l'IA Factory, annonçait que les équipes de l'IA Factory vont se déplacer sur site. Nous sommes le groupe des régions de France, on a de nombreux sites en région, 16 déplacements sur 8 sites différents qui sont planifiés, parce qu'à un moment, l'adhésion, c'est aussi une rencontre de gens qui arrivent à se motiver les uns les autres. Et donc, on a cette dimension-là. Donc, à la fois, un aspect de sécurisation qui est un prérequis essentiel, un aspect massif de formation, et puis des déplacements et la rencontre des gens. Effectivement. Et c'est en prenant de l'avance là-dessus que chacun se sent plus maître à bord. Enfin, on dit souvent, les pilotes d'avion, ils font des heures de vol avec le copilote avant de laisser la commande. On est un peu dans cette approche-là aussi de commencer à acculturer, chacun apprivoise un peu cette technologie de façon à ce que ça l'augmente dans sa réalisation des tâches quotidiennes. Voilà, ça va l'augmenter dans sa réalisation. Ça va être une façon de faire naître des besoins aussi, parce que c'est quand les gens vont commencer à l'appréhender, à l'apprivoiser, que ça sera moins perçu. Parce qu'on a des craintes naturelles. Ce sont pour moi les craintes naturelles que nous avons autour de l'automatisation. Finalement, l'IA générative, c'est une nouvelle vague d'automatisation, mais peut-être à une échelle supérieure. Et puis, pour des métiers plus tertiaires ou plus intellectuels, ça nous inquiète un petit peu plus. Je veux dire, le métier à tisser, les gens peuvent balancer des sabots dessus s'ils ont envie, mais moi, ça ne m'inquiète pas trop dans mon métier au quotidien. Là, avec ce qui arrive, ça peut quand même poser... Oui, c'est rapide, et puis ça prend une dimension qui est une dimension assez importante. Donc, je pense que cette généralisation, cette vulgarisation, cette un peu adoption peut aider à lever ces craintes et aussi devenir un bon vivier de génération de cas d'usage. Et donc, ça peut aussi amener les gens je pense, à avoir une évolution dans leur métier. Moi, je suis maintenant côté IT, j'étais avant dans le côté métier relation client. Je dis toujours à ceux de la relation client, vous devez vous techniciser. Vous devez comprendre comment fonctionnent les outils. Et maintenant, côté IT, je dis, vous devez vous métieriser. Et c'est ça, je veux dire, il y a un continuum, il n'y a plus le métier, l'IT, je pense, et tout ça, c'est un continuum, et l'IA générative est un vrai sujet. Le prompt est un vrai débat là-dessus. Est-ce que c'est un débat d'experts techniques, alors qu'en fait, on va vocaliser du métier? Enfin, je ne sais pas, c'est diffus. C'est un nouveau terrain d'entente qui vient un peu percuter les silos, et voilà. En termes de gouvernance, c'est un sujet qu'on voit traiter au niveau des COMEX, justement, parce qu'on a une nécessité à ce que tous les métiers, toutes
toutes les parties de l'organisation comprennent bien. Et donc cette transformation s'engage non pas uniquement au niveau de l'IT, mais bien au niveau des métiers. Un catalyseur de transversalité dans les organisations. Oui. La transversalité, elle est indispensable. C'est pas un sujet que vous avez besoin de l'informatique pour le traiter, vous avez besoin du juridique parce qu'il y a des enjeux, vous avez besoin de l'ARH et des enjeux de formation, vous avez besoin des métiers et c'est les premiers que vous devez mettre autour de la table parce que si eux, et parfois c'est une difficulté d'arriver finalement à appréhender ce qu'une nouvelle technologie peut apporter dans mon métier et comment je peux le transposer. On a un programme un peu dans l'esprit de ce que fait AG2R avec une communauté innovation, une quarantaine d'ambassadeurs, un événementiel qui se déplace dans les sites pour finalement permettre à tout le monde de regarder ces outils-là avec un peu plus de confiance et puis se dire, en voyant finalement des démonstrations, de se dire « Ah bah tiens, je n'avais pas imaginé que cet outil-là puisse me faciliter telle ou telle action, c'est intéressant. » Et ce qui freine toujours l'adoption, c'est pas quelque part la fiabilité technique de la solution en elle-même, c'est la culture en fait. C'est là-dessus qu'il faut travailler et qu'il faut commencer par travailler parce que c'est ça qui freine l'adoption ou qui accélère l'adoption. La vraie difficulté, et c'est ce que souleviez Muriel, c'est que c'est arrivé à une vitesse grand V, mais grand V en fait. Du jour au lendemain, quasiment, cet outil-là a envahi notre vie quotidienne, professionnelle, personnelle. On a, oui, exactement, oui, il y a 40% des 18-25 ans qui l'utilisent tous les jours. Ils sont tous sûrement des enfants, des grands ados et ainsi de suite. Ils l'utilisent tous pratiquement quotidiennement. Et cette sphère professionnelle, elle a peut-être été, peut-être à raison, avec un peu de prudence, regardez cet outil-là arriver avec un petit peu de méfiance au départ. Cela dit, je pense qu'on a aussi raison d'être méfiant. Quand on voit le dernier test qui a été fait par OpenAI avec le jeu d'échecs, où on a une intelligence artificielle qui, pour gagner, a finalement réussi à truquer les règles. Et voilà, c'est un exemple, mais sur lequel il ne faut pas diaboliser, mais qui doit malgré tout interpeller, notamment quand on ouvre nos bases de données et des applications métiers, des process métiers à ce type d'outils, au fait que c'est un outil qui doit rester quelque part sous surveillance. Et on n'est pas au bout de nos surprises en termes technologiques. La révolution qu'on a connue il y a 2 ans, on s'attend à ce qu'elle s'accélère encore avec des recherches académiques ou technologiques qui se passent beaucoup aux États-Unis, qui vont peut-être encore nous faire une vague comme on a connu en 2022. Donc c'est aussi une nécessité de bien prioriser les cas d'usage en fonction de cet écosystème technique qui est très mouvant. Si je peux rebondir sur ce débat, c'est vrai qu'il y a un peu cette partie d'évangélisation. Je commence à croire de plus en plus dans le mode aussi lab, un peu où on se doit de démontrer au métier ce qui peut se faire. Henry Ford le disait très bien, si j'avais demandé aux gens ce qu'ils voulaient, ils m'auraient dit des chevaux qui courent plus vite. Et c'est vraiment ça, il y a à la fois, il faut trouver des cas d'usage qui répondent aux besoins métiers, il faut impliquer le métier, et c'est quelque chose qui est très important. Mais on entend souvent, je veux un cheval qui court plus vite. C'est-à-dire que je veux faire la même chose, de la même façon, mais de manière plus efficace. Alors que je pense, quelque part, cette nouvelle technologie va nous permettre d'appréhender les problématiques complètement autrement. Et parfois, c'est intéressant de combiner cette écoute terrain avec une approche plus prospective, de démonstration pour ouvrir les esprits aux personnes. Parce que je pense qu'on ne perçoit pas encore ce que ça permet de faire. Une démonstration comme celle que vient de nous montrer Alexander est parfaite parce que ça permet justement aux gens de se projeter et de commencer là à appréhender autre chose. Il y a un enjeu, je pense, nous, d'arriver à dire aux gens, on a les mêmes problématiques métiers qu'avant, on fait le même métier qu'il y a plusieurs dizaines d'années, mais on peut le faire autrement. Je dis toujours, moi, j'anime un podcast et je dis toujours, quand on mène une conversation dans un chatbot, on fait le plus vieux métier du monde, on converse. Voilà, simplement, on le fait autrement et ça amène à des nouvelles perspectives. Alors justement, on va aussi nous se déplacer sur site et aller à la rencontre de notre public virtuel en priorisant l'humain parce qu'on a des personnes ici présentes. Et vous passez le micro pour les quelques minutes qui restent. Est-ce qu'il y a peut-être des questions? On va profiter de votre présence. Merci beaucoup pour ces témoignages enrichissants. Des questions pour Sébastien, pour Tanguy? Ici, à distance. Mickaël, tu veux te faire le relais du... Il y a beaucoup de questions à distance. Okay. Donc soit vous vous lancez, soit on prend les questions à distance.
Vas-y. On a une première question pour vous, Tanguy. Sur la partie, on a beaucoup parlé de la relation client avec l'IA. On le sait qu'avec l'humain, on peut rebondir commercialement dans certaines situations de relation client, que ce soit sur de la gestion de contrats, de sinistres. Comment on gère ça avec de l'IA et est-ce que c'est déjà une problématique que vous avez ou une réflexion que vous avez enclenchée? J'ai un petit peu touché du doigt le sujet commercial avec de l'IA générative, et même le sujet du traitement des leads. C'est quelque chose sur lequel on se dit que l'humain est encore quand même essentiel, et je pense que ce sera peut-être une des dernières étapes vers lesquelles on ira. On va plutôt être vers la simplification ou des tâches à plus faible valeur ajoutée pour justement permettre aux collaborateurs humains, incroyable, on est obligé de dire maintenant le collaborateur humain, parce que le collaborateur tout court, ça peut laisser un doute. Donc pour laisser nos collaborateurs justement sur ces tâches plus commerciales et ces tâches de rebond, même si je pense qu'on ne peut pas toujours traiter la masse du rebond ou la masse des leads que nous avons et qui aurait peut-être quand même matière à faire sur ce qu'aujourd'hui on n'est pas capable de traiter. Après, on dit d'ici 2028, on peut réduire par 2 les interactions avec une marque, les interactions humaines pour des produits, services de consommation courante. Donc c'est quand même au détriment des marques potentiellement qui ont besoin de valoriser, d'interagir aussi avec les clients. Et ça va être encore plus important chez les jeunes, où il y a une désintermédiation totale de l'interaction. Oui, on a le risque de la désintermédiation. Pour moi, il y a 2 choses. Le gâteau de la relation client est un gâteau qui grandit. C'est-à-dire les gens demandent de plus en plus. Je prends toujours l'image qu'il y a 20 ans, quand on a demandé un remboursement à sa complémentaire santé, on prenait la facture, on la mettait dans une enveloppe, puis après on allait mettre un cierge à Notre-Dame, maintenant il faut faire attention, et on espérait avoir une réponse dans le mois. Ça c'était avant. Maintenant on va sur son espace en ligne, le lendemain on veut savoir où ça en est, et à la limite pourquoi c'est pas remboursé. Donc l'exigence augmente et le nombre d'interactions va augmenter. Maintenant c'est clair que l'automatisation peut amener une forme de désintermédiation. Et je pense que l'appel sortant et que le contact sortant spontané est un nouveau challenge qui s'adresse aux assureurs, surtout aux assureurs de personnes, où quand vous souscrivez un contrat d'épargne retraite, quelque part, vous souscrivez votre contrat, vous payez durant 30 ans, vous avez une interaction quand vous liquidez votre retraite, et puis vous êtes versé jusqu'à la fin. Donc il y a un vrai nouveau débat maintenant dans un marché qui devient plus concurrentiel d'ouvrir ça. Et justement, s'il y a un gain d'efficacité quelque part, il va être là pour pouvoir réinvestir ce domaine du contact spontané sortant qu'on doit plus mener. Je vais rebondir par rapport à la réponse de Tanguy. Pour moi, il y a une vraie question qui se pose. On parle beaucoup d'IA pour simplifier les actes à faible valeur ajoutée, le fait de contrebalancer, comme Tanguy l'a expliqué, sur une dimension de conseil à vraie valeur ajoutée. Je pense qu'en tant que marque, on a en tout cas un point de vigilance, une question à suivre. Est-ce que, bien que le service puisse être le plus performant possible, quel attachement à la marque ces outils d'IA générative, d'automatisation vont générer dans le temps ou vont permettre d'entretenir dans le temps. Et moi, c'est une vraie question. Cette dimension d'attachement à la marque, peut-être que le danger de cette automatisation et de cette IA générative, c'est finalement une distanciation avec les marques et une forme de banalisation, d'où pour moi, et je partage ce constat, un vrai enjeu sur pourquoi nos clients nous appellent et ces appels à valeur ajoutée, comment on fait en sorte que le conseiller qu'ils vont avoir au bout du fil, finalement, rende cette interaction quelque part inimitable. Vraiment presque un avantage concurrentiel inimitable pour le client et par rapport aux concurrents. Et c'est vrai que quelque part, entre une IA générative ou une autre, quelle que soit l'interaction qu'on a avec différentes marques, il peut y avoir cette forme d'uniformisation. Alors, c'est d'une efficacité redoutable, ça répond à un certain nombre de... Mais est-ce que, pour effectivement limiter ce risque de désintermédiation et entretenir cet attachement à la marque, est-ce qu'on n'a pas, nous, en termes de régulation des flux, de modèle industriel qu'on met en place, un vrai point de vigilance à garder en tête et à se dire, OK, nos clients nous appellent pourquoi? Et quand ils nous appellent, est-ce qu'on a à chaque fois effectivement une forme d'effet waouh qui fait que demain, s'ils se posent une question, c'est bien notre marque qu'ils l'ont appelé. Exactement. Merci. Justement, j'avais une petite, justement concernant
justement, concernant cette désintermédiation, on voyait l'exemple tout à l'heure avec ce qui était proposé, hein, d'avoir une gestion de sinistre qui est complètement automatisée. Est-ce que c'est une volonté d'aller jusque-là, puisque la promesse, la réalisation de la promesse de l'assureur, et notamment en sinistre auto ou habitation, c'est quand même, le sinistre, c'est la réalisation de la promesse finalement, c'est l'ultime. Est-ce qu'on a cette volonté d'aller jusque-là, puisque là, on se retrouve avec la gestion émotionnelle, par exemple, lors d'un sinistre, qui est quand même quelque chose d'important. Alors tout dépend de l'amplitude du sinistre, hein, évidemment. Mais enfin, c'est un moment très important pour la vie de l'assuré. Est-ce qu'on a cette volonté d'aller jusque-là, finalement, de désintermédier, en tout cas d'automatiser totalement une gestion de ce type-là? Peut-être plus pour Sébastien. Alors, Massif est un industriel de l'assurance. Donc notre métier, c'est d'industrialiser les process pour délivrer ce qui est notre promesse de marque, le meilleur rapport qualité-prix. Donc pour moi, on a cet enjeu de maintenir un outil industriel au meilleur standard du marché. Et cette dimension automatisation, elle est indispensable parce qu'elle ajoute directement sur les coûts. Après, je pense que un des enjeux finalement, c'est d'offrir cette réponse-là au sinistre pour lequel c'est la bonne réponse. Donc effectivement, l'accrochage quand on se gare, le poteau qui traverse la rue, en auto. Je pense que sur cette dimension automobile, véritablement, c'est clé. En IRD, en habitation aussi, sur un certain nombre de sinistres très standardisés, optimisés, où là, quelque part, ma conviction personnelle, c'est qu'on n'a pas le choix, il faut qu'on soit en capacité d'offrir ça. Mais il faut qu'on soit aussi en capacité d'offrir une alternative peut-être plus humaine pour des sinistres plus spécifiques, soit sur le plan matériel, soit sur le plan humain. On a tous en tête des inondations dans le Nord et ainsi de suite. Ce sont des sinistres qui sont particulièrement impactants, marquants sur le plan émotionnel et au-delà de la simple prise en charge, parce que je dirais une inondation c'est toujours un drame, mais remplacer un congélateur, honnêtement, c'est pas très coûteux et c'est pas très compliqué. Mais qu'est-ce qu'on offre pour les souvenirs qui vont être perdus, pour cette dimension aussi, j'habite là, est-ce que ma maison je vais la garder? Est-ce que je peux la faire réparer, mais est-ce que je peux la garder? Est-ce que la zone reste finalement une zone sécuritaire? Donc je pense que l'IA doit aider, mais je reste convaincu qu'il y a un certain nombre de sinistres sur lesquels la dimension humaine est prépondérante. Ça ne veut pas dire que, comme pour le rebond, avec des fonctionnalités finalement de speech analytics, on ne peut pas avoir un outil qui vient aider le conseiller, parce que finalement, dans cet échange de conversation, il peut rater des informations, et finalement, cet outil-là peut être une forme de backup en disant oui, j'ai checké ce point-là, j'ai checké ce point-là, puis oui, effectivement, le sociétaire a aussi évoqué cette dimension-là, puis finalement, dans la conversation, elle est passée un peu après. Et je crois que l'enjeu pour un assureur, demain, c'est de proposer du modèle et du process très automatisé, très industrialisé pour tout ce qui est finalement le standard, en allant effectivement, comme dans l'exemple, y compris en habitation, à la commande de pièces, parce qu'on peut tout à fait imaginer qu'on prenne en photo et que ça vous commande le siphon qui a lâché pour que vous puissiez réparer si vous êtes suffisamment bricoleur. Et puis, une vraie assistance humaine, empathique, et qui prend en compte des paramètres beaucoup plus humains et à dimension émotionnelle plus marquée. Je vais proposer qu'on s'arrête là parce qu'il est presque 10 heures. On va remercier nos intervenants. On va profiter aussi du privilège du monde physique qui est que nous allons pouvoir prolonger et les échanges et prendre un café ensemble. On va tous vous remercier, vous souhaiter une bonne journée. Et au plaisir. L'accès au replay sera disponible pour tous, les études aussi que l'on a pu citer. Et merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Bonne journée.